Ce dimanche, l'Afrique commémore les 60 ans de l'assassinat de l'une des figures majeures de l'histoire des indépendances. Le 17 janvier 1961, le Premier ministre déchu du Congo, Patrice Lumumba, était assassiné dans une forêt de la province sécessionniste du Katanga, dans des conditions toujours un peu troubles sur lesquelles nous allons revenir. Alfred Toumba Shangoloko, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien, professeur à la Sorbonne à Paris. Bienvenue sur TV5 Monde. Avec nous depuis Bruxelles, bonsoir à vous aussi. François Reikmans, vous êtes journaliste, bonsoir, spécialiste de l'histoire contemporaine du Congo. Et puis Marie, avec vous, on s'intéressera dans un instant à l'empreinte culturelle laissée par Patrice Lumumba. François Reikmans, avec Thomas Sankara, c'est une des grandes figures africaines. Pourquoi son aura dépasse largement l'histoire de la RDC ? Mais parce que c'est une figure prophétique, il a finalement très peu exercé le pouvoir, puisqu'il est resté Premier ministre pendant juste un peu plus de 2 mois. Mais c'est une figure prophétique par son combat nationaliste, par son combat pour l'indépendance, dès le début de 1959. C'est un nationaliste, il ne faut pas oublier qu'il était le seul leader congolais à être à la tête d'un parti national. Les autres grands leaders congolais étaient des leaders forts dans leur propre région, mais pas au-delà. Et c'est aussi quelqu'un qui a lutté contre tout ce qui pouvait apparaître comme un ordre néocolonial ou postcolonial. Alfred Toumba Shangoloko, est-ce que ce mythe est toujours vivant, aussi vivant ? Le mythe est toujours aussi vivant parce que, d'une part, tout ce qui vient d'être rappelé, c'était déjà un homme, j'allais dire, de conviction, un homme de cohérence, et un homme de constance. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, c'était aussi un homme incorruptible qui a incarné dans l'espace politique belgo-congolais de l'époque et l'espace politique africain une figure d'un politique rare. Et c'est ça qui a marqué, c'est pour ça qu'on s'en souvient. Avant de s'intéresser aux raisons de son assassinat, Antoine Delpierre va nous rappeler son parcours. Au dernier jour de sa vie, Patrice Lumumba regardait encore fixement ses bourreaux. Ici, un certain colonel Mobutu. Détenu dans des conditions sévères, l'ancien Premier ministre n'est pas encore vaincu. À ce moment-là, il reste un danger pour ses ennemis. Décision est prise de le transférer au Katanga sécessionniste, à l'abri des regards et sous la torture. Il est finalement abattu au bout de cette route par des soldats katangais. Donc jusque-là, on voulait présenter les choses comme quoi ce sont les Congolais qui ont tué leurs frères congolais. Et de manière particulière, on disait que ce sont les Katangais qui ont tué leurs frères congolais. Mais les archives ont finalement parlé. Ce sont des Belges qui ont planifié la mort de Lumumba et qui l'ont fait exécuter. Une interprétation des archives encore débattue aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que le corps de Patrice Lumumba a disparu. Sur place, ordre fut donné à 2 mercenaires belges de dissoudre sa dépouille dans l'acide. Ses ennemis voulaient éviter d'en faire un martyr. 60 ans plus tard, son esprit libre irradie encore. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. C'est avec ce discours en présence du roi Baudouin que Patrice Lumumba entre dans les consciences. Le jour de l'indépendance du Congo, il est celui qui dit la vérité sur le passé et la lutte pour se libérer du colonialisme. En tant qu'éphémère Premier ministre, il est aussi celui qui veut unifier le pays, faire fructifier ses richesses pour les Congolais. Son héritage, revendiqué par beaucoup aujourd'hui, reste bien vivant. Pour le Congo, il présente le symbole de l'unité du Congo. L'unité du Congo, il a tracé de grandes lignes et en plus, il est aussi l'héros de l'indépendance. Figure mythique, assassiné à 35 ans, le souvenir de Lumumba reste puissant sur le continent. Son courage et son indépendance politique, son refus de l'enrichissement personnel résonnent aujourd'hui en République démocratique du Congo. Pourtant, sur place, sur les lieux de l'exécution, le mémorial Lumumba, commencé en 2016, reste inachevé, faute de moyens ou à cause de la corruption. Aucune manifestation n'est prévue pour les 60 ans de la mort du héros national, dans ce pays où l'histoire de Patrice Lumumba est peu enseignée.
François Ryckmans, est-ce qu'il y a une vision un petit peu romantique de Patrice Lumumba? Vous me demandez s'il y a une version romantique de l'histoire? Une vision un petit peu romantique, 60 ans après son assassinat. Mais c'est compliqué. Je pense que malheureusement au Congo, il y a quelque chose d'un peu romantique, effectivement. Et il y a une chose qu'on occulte souvent aussi, c'est qu'à l'époque, il a quand même été quelqu'un qui était contesté par une bonne partie des leaders, par certaines régions. Donc c'était pas quelqu'un qui faisait l'unanimité à l'époque. Aujourd'hui, effectivement, il y a une sorte de sentiment général favorable à Lumumba, essentiellement parce qu'il a lutté contre les Belges et lutté pour l'indépendance et lutter contre l'ordre postcolonial qu'on voulait créer. Jeune, autodidacte, grand tribun, sans expérience politique, rappelez-nous comment, dans quelles circonstances il a été assassiné? Alors les circonstances, on les connaît depuis le début des années 80 par un premier livre qui, comme vous l'avez rappelé dans la séquence, finalement avance l'hypothèse que ce sont uniquement les Congolais qui ont procédé à cet assassinat. En fait, on dit une affaire de sauvages, pour le dire crûment. Et en réalité, en l'an 2000, il y a un autre livre qui prend la thèse presque inverse et qui dit ce sont les Belges qui ont tout organisé. Ce serait trop simple de considérer que les acteurs congolais ont été passifs ou entièrement manipulés. Ils ont eux aussi contribué à cet assassinat. C'est donc une coalition où se trouvent des dirigeants congolais, des dirigeants belges, des milieux économiques belges et les dirigeants des États-Unis qui se met en place. C'est une coalition hétéroclite, mais qui finalement arrive à l'idée que la meilleure solution, c'est le transfert au Katanga, où tout le monde sait qu'il sera assassiné, contrairement à ce qu'on fait croire à l'époque. Est-ce que c'était l'homme à abattre? Lumumba était l'homme à abattre parce qu'il surgit justement dans cet espace politique belgo-congolais comme une sorte de personnalité politique rare dans cet espace-là. Figurez-vous qu'il arrive en 1958, en octobre, il crée le mouvement national congolais. Il est invité à Accra en décembre au sommet à la conférence panafricaine. Il revient de là, il est à Bruxelles en 59, où il donne toute une série de conférences, puis il revient au Congo, il va à Ibadan pour une autre conférence justement sur la culture et la liberté en Afrique. Et donc c'est tout cela qui fait que dans tous les discours, dans toutes ses prises de position, je veux dire, il a épousé le Congo. Il était le Congo était lui dans son imaginaire, dans son idéal politique, l'unité du Congo. Il le dit d'ailleurs dans son discours à Accra, ne jamais trahir le peuple congolais. Se battre pour l'indépendance, la fin du colonialisme, la fin du tribalisme et surtout l'unité indivisible de ce Congo. À partir de là, il entrait en contradiction avec tous les intérêts qui est possible, belges d'abord, avant d'être les intérêts d'autres peuples. Et en réalité, je voudrais quand même insister là-dessus, c'est vraiment un complot d'abord belge, purement belge, qui manipule les premiers leaders congolais et qui débouche sur l'élimination politique de Lumumba et son assassinat. Les autres, les Américains ou indirectement les Français, c'est accessoire. François Ryckmans, dès le départ, il est perçu par les Belges comme un dirigeant politique gênant dès la conférence de Bruxelles? Pas nécessairement tout de suite après la table ronde de Bruxelles en février 60. Il ne faut pas oublier que certains milieux belges le soutenaient, notamment parce qu'il était unitariste. Et il est resté jusqu'au bout. Il ne voulait pas d'un Congo fédéral. Et donc, beaucoup de milieux belges étaient plutôt partisans de cette solution-là également. C'est à partir, effectivement, d'avril-mai, au moment où il gagne les élections, d'une manière très claire. Sa majorité se crée autour de lui. Il devient Premier ministre. Et puis, il se débat dans une crise extrêmement complexe, avec le début d'une guerre coloniale, avec 2 sécessions, qui sont effectivement, comme le dit notre collègue, qui ont été soutenus puissamment par l'armée belge et par la Belgique. Mais il ne faut quand même pas éluder non plus qu'une série de décisions ont été prises par les acteurs congolais eux-mêmes, y compris la décision de transfert. Par contre, effectivement, il faut dire et rappeler que la Belgique officielle
depuis juillet 1960 jusqu'en janvier 1961, jusqu'à l'assassinat, fait tout dans ce sens-là. Donc que ce soit pour obtenir son arrestation, son éviction, son élimination politique, son transfert au Katanga, la Belgique est présente à chaque étape et d'une manière extrêmement forte et déterminée. Alors, une carrière politique d'à peine 3 ans, un passage furtif sur le devant de la scène qui a marqué les esprits pendant des décennies. Quel est l'héritage de Patrice Lumumba? On écoute le député Lambert Mende. Il a eu cette vision de dénoncer la balkanisation, de s'y opposer et même de s'y opposer jusqu'au sacrifice suprême, ce qui a déclenché des événements regrettables, mais qui ont quand même, disons-le, dissuadé ceux qui avaient pris l'option de morceler notre pays à y renoncer ou à échouer à le faire. Quel héritage il laisse dans la RDC? Alors aujourd'hui encore, c'est cette idée d'un Congo indivisible. Et malgré tout ce qui est arrivé, cette histoire tumultueuse, les Congolais ont gardé cette idée-là d'un Congo uni. Mais j'aurais moins d'exaltation à dire comme Lambert Mende, la balkanisation. Au fond, aujourd'hui, les 26 provinces qu'on a au Congo aujourd'hui, c'est l'atomisation justement contre laquelle Lumumba s'était battu. Lui, il était resté fidèle à l'idée de 6 provinces indivisibles et indissolubles. Donc il y a cela. L'autre héritage, celui de vraiment l'intransigeance politique, l'incorruptibilité, le nationalisme et le panafricanisme. Tout son combat a tourné autour de cela. Il n'y a pas de Congo sans l'Afrique, il n'y a pas d'Afrique sans le Congo. Est-ce que, parce qu'on a vu émerger des mouvements de société civile ces dernières années, comme la Lucha, Filimbi, est-ce que l'héritage de Patrice Lumumba se trouve là, dans ces jeunes mouvements? Alors, moi, je voudrais bien qu'il en soit ainsi. Ce sont des jeunes, effectivement, qui essayent de s'inscrire dans ce cheminement-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand on parle de la RD Congo, d'ailleurs, aucun homme politique congolais, à part quelques rares, n'a lu la pensée politique de Lumumba, ne connaît les textes de Lumumba. Si on leur posait la question aujourd'hui, le texte posthume de Lumumba, le Congo, terre d'avenir, est-il menacé? S'il y en a un qui l'ait lu, très peu. Donc, on n'enseigne même pas cette histoire. Oui, il est absent des livres scolaires, en fait. À part ce que Mobutu avait fait pour récupérer tous les nationalistes en 1966, en le déclarant héros national, et il a eu tout à fait raison, c'est le seul et l'unique héros national de ce pays-là, et de donner son nom à un boulevard, le boulevard Lumumba. Rien n'a été fait par la suite. François Ryckmans, pour vous, quel est l'héritage de Patrice Lumumba? Moi, je pense quand même que toute une série de Congolais courageux de la société civile, on connaît le prix Nobel Dr Mukwege par exemple, il y en a des milliers. Des gens comme ça, des milliers et des milliers au Congo, des gens qui se battent pour la dignité des Africains, des Congolais et pour l'indépendance de leur pays, des gens qui se battent contre la corruption et pour une autre gouvernance, des gens qui se battent pour créer l'État, parce que l'État est un État criminel aujourd'hui au Congo. Et donc tous ces gens-là, finalement, sont des héritiers de cette pensée, lui qui luttait, le Patrice Lumumba, qui luttait contre la corruption, pour une gouvernance correcte et surtout pour la justice et la justice sociale. Et on va s'intéresser maintenant à l'héritage sur le plan culturel avec vous, Marie. Et puis c'est une actualité, même encore aujourd'hui. Il y a cette sortie d'une bande dessinée, Lumumba, un homme, une histoire, un destin. Oui, par le dessinateur Asimba Bati. Il me l'a confié, Lumumba a toujours été très présent dans sa vie. Ses parents lui en parlaient du matin au soir. Alors cette biographie dessinée est l'aboutissement d'un travail de 2 ans et demi. On y apprend par exemple que Patrice Lumumba ne s'était pas toujours appelé ainsi. On fait la chose de manière la plus simple, donner un visage humain à Lumumba. Ce n'est pas ces monstres qu'on présente un peu à un moment, parce qu'il y a toutes des exagérations dans tout ce qu'on écrit à gauche et à droite sur lui, quoi. On lui fait porter beaucoup de chapeaux qui ne sont pas à la tête de sa tête. Je prends un homme simple comme nous, humain, simplement, et je le présente comme ça. Je me suis dit, je vais tabler sur l'aspect de lui qui est le plus négligé par les autres, parce que tous les livres sur Lumumba, c'est vraiment politique. Et même son nom, pourquoi je suis allé à la recherche de son vrai nom? Isaïe Taosa Tasumba. C'est ça son nom, le nom de Lumumba, sa naissance.
Ça, c'est pas connu et tout. J'ai mis ça en avant quand même. C'est un scoop, non? Alfred Tumbashongo Loko, pas dans les livres d'histoire, mais des BD qui sortent quand même aujourd'hui. C'est intéressant, mais je signalerai d'ailleurs qu'il y a un jeune Congolais qui vit en Écosse aujourd'hui, qui vient de sortir justement un ouvrage sur l'autre Lumumba. Il s'appelle Norbert Mbumputu, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et effectivement, la BD qui sort aujourd'hui, ça rentre dans la lignée de ce qu'Aimé Césaire avait fait avec une saison au Congo. Dont on va parler. Allez-y, je vous laisse enchaîner avec Aimé Césaire. Oui, une saison au Congo qui a été écrite, cette pièce, 5 ans après la disparition de Lumumba. Nous allons regarder un extrait de cette mise en scène présentée il y a quelques années au Théâtre National Populaire de Villeurbanne avec Marc Zinga dans le rôle de Lumumba. Je suis devenu un continent, l'Afrique à la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Bwana Kitoko s'est fait voler sa souveraineté, un roi qui se fait désarmer et déshonorer. Il relate l'acquisition de l'indépendance comme s'il nous en avait fait cadeau. Elle nous a pas été offerte sur un plateau pour que l'on puisse avoir un drapeau. Le combat fut un lourd fardeau. C'était un extrait, non pas de la pièce de théâtre d'une saison au Congo. Ici, c'était le rappeur Tediel. Est-ce que vous le connaissez? C'est le petit-fils de Lumumba. Je crois que vous ne le connaissez pas. Voir votre tête. Hein. Voilà, il a sorti cette chanson hommage il y a tout juste 6 ans. Et c'était aussi un moyen pour lui de transmettre le message de Lumumba autrement que par les livres d'histoire, puisque Tediel déclarait que les jeunes connaissaient vaguement Patrice Lumumba, qui était réduit à « Ah oui, ce type à lunettes ». Alors, je retourne vers vous, François Reckmans. On parlait d'Aimé Césaire il y a un instant, une saison au Congo. Ça reste quand même, d'un point de vue culturel, un élément fort? Oui, bien sûr. Et je pense que toutes les grandes figures de la création en Afrique sont inspirées par Patrice Lumumba et par son combat. Ça, c'est très clair. C'est une figure qui vous inspire encore aujourd'hui, même sur le plan artistique. Vous pensez que c'est aussi une autre vie de Patrice Lumumba sur le plan culturel? Mais absolument, c'est-à-dire dès la chanson Indépendance Tcha-Tcha, et là maintenant le rap, en passant par il y a 2 ou 3 ans, aux Beaux-Arts à Bruxelles, justement, des artistes et musiciens congolais étaient revenus sur la figure de Lumumba et les chansons tous ces auteurs-là au moment de l'indépendance. Oui, ça reste une figure qui inspire beaucoup d'artistes, beaucoup d'écrivains, comme Tchikaya Utamsi, par exemple, et bien d'autres encore, qui considèrent effectivement que c'est la figure politique africaine transcendante. Et on voit que ça inspire aussi les historiens, puisque vous en parlez très bien, ça inspire les journalistes. Merci Marie, merci François Reckmans, également à vous d'avoir été avec nous depuis Bruxelles.